és a mitjanit a Barcelona. Quelle est votre conclusion sur cette relation? Occident et Orient pourront enfin s'entendre? Je pense que nous passons par une période très difficile de ce point de vue. Il ne faut pas se cacher la vérité, les choses ne sont pas en train de s'arranger. Les relations entre l'Occident, le monde arabe, le monde musulman sont plutôt dans une phase extrêmement difficile. Il y a beaucoup d'hostilité, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de violence. Mais je pense qu'il est légitime de continuer à espérer, à essayer de faire ce qu'on peut pour dépasser cette confrontation qui est désastreuse pour tout le monde. Donc, je dirais que je continuerai toujours à me battre, non pas pour faire une réconciliation superficielle, des échanges de politesse, pour essayer de réfléchir aux véritables problèmes entre ces mondes et essayer de trouver un modus vivendi pour qu'ils puissent cohabiter harmonieusement et ne pas continuer à se combattre. La révolution au nord de l'Afrique, ce qu'on dit le monde arabe, ont contribué à approcher l'Occident et l'Orient, le nord et le sud. Je pense que le monde musulman traverse une période extrêmement difficile. Elle a des conséquences sur les relations entre le monde musulman et le reste du monde, mais c'est d'abord une crise intérieure. Je crois qu'il y a une phase très délicate où le monde musulman ne trouve pas sa place dans le monde d'aujourd'hui, où à l'intérieur des sociétés musulmanes, les relations, la place de la religion n'est pas claire. Il y a des forces importantes qui essaient d'imposer une vision assez rétrograde de la religion et une place excessive de la religion dans la vie sociale. Mais il y a de plus en plus, surtout ces derniers temps, des résistances. Il y a des gens qui disent que la place de la religion n'est pas d'imposer tel ou tel comportement à une société, que la religion doit avoir une place plus discrète, plus un facteur d'inspiration morale, intellectuelle, que une source de lois et surtout de lois répressives. Je pense que c'est un combat majeur qui se passe d'abord à l'intérieur du monde musulman. Ce sera un combat très long, mais j'espère qu'au bout du chemin, les forces modernisatrices vont gagner, parce que les forces rétrogrades entraînent et leur société et le monde entier dans une spirale de régression et de violence. Et finalement, c'est une voie sans issue. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça veut dire les peuples égyptiens, les laïcs égyptiens, tunisiens, peuvent attendre combien de temps ça? Je pense qu'il ne s'agit pas d'attendre. Je pense que c'est un combat qui va être long. C'est toujours difficile, évidemment, de dire combien de temps, mais je crois que le vrai combat vient de commencer. Avant, il y avait des dictatures qui bloquaient complètement la société, qui donnaient une fausse impression de régime superficiellement laïque, mais qui n'était pas du tout laïque et qui a contribué à une radicalisation de la société. Aujourd'hui, on pose de véritables problèmes. Les forces de progrès social sont de plus en plus présentes.
sont de plus en plus, ils ont un discours de plus en plus clair. Il y a des débats, que ce soit en Tunisie ou en Égypte ou dans d'autres pays, mais je pense que le débat le plus intéressant qui se passe aujourd'hui, c'est dans ces deux pays. Ce sont des débats importants et il ne s'agit pas d'un conflit entre les religieux et les laïcs. Je pense que c'est un conflit entre ceux qui veulent imposer une certaine vision de la religion et qui veulent politiser la religion et ceux qui, notamment parmi les religieux, parmi les croyants et parmi les figures religieuses, ne veulent pas que la religion soit utilisée, instrumentalisée de cette manière. C'est un combat important. Je pense qu'il est important pour ces pays eux-mêmes, il est important pour l'ensemble du monde musulman, il est important pour le monde entier, y compris pour les sociétés occidentales. Et je pense que c'est un combat qui va durer, je ne sais pas combien de temps, mais je ne dirais pas 100 ans. Je pense que c'est un combat qui va avoir des conséquences significatives dans les 5 à 10 prochaines années, certainement. Tu vas gagner? J'espère que les forces d'ouverture vont gagner. J'espère que les forces de modernisation sociale vont gagner. Je pense, mais c'est peut-être ce qu'on appelle en anglais un wishful thinking. Je pense qu'elles vont gagner parce que je suis persuadé que la voie qui consiste à revenir à une vision rétrograde, passéiste de la religion sont des voies qui ne mènent nulle part, qui sont une impasse sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur tous les plans, ça ne peut mener qu'à la faillite. Donc je pense que on va aller quand même vers la modernisation. Dans un autre livre, vous exprimez votre méfiance sur les nationalismes. Le futur est aux mains des nationalistes ou de la gens qui croient à la solidarité, à la mélange des pays. Pardon, sur le nationalisme, vous avez écrit sur le nationalisme. Le futur est aux mains, à la main des nationalistes ou dans autre type de monde? Non, moi je pense qu'il faut respecter l'identité culturelle de tous les peuples. Tous ceux qui éprouvent le besoin de préserver l'existence et la dignité de leur culture, de leur langue, de leurs croyances doivent être respectés. Mais je pense que le respect de l'identité doit se faire dans une perspective d'ouverture, dans une perspective d'échange avec les autres, pas dans une perspective de fermeture et dans un esprit de forteresse assiégée. Je crois que le monde a connu au cours des 150 dernières années, les 100 dernières années principalement, toutes sortes d'expériences édifiantes sur les excès de la religion, les excès de la laïcité, les excès de l'égalitarisme et les excès de l'inégalité, les excès du nationalisme aussi. Et je pense que nous avons besoin d'avoir aujourd'hui une vision beaucoup plus subtile des choses. Je crois que on peut parfaitement imaginer des sociétés où l'identité culturelle de chacun serait respectée, où chacun sentirait qu'il fait pleinement partie de la société, sans avoir à pratiquer l'exclusion, sans avoir à définir son identité contre quelqu'un d'autre. Le concept d'identité va changer, il est en changeant maintenant avec la globalisation. Je crois que la globalisation nous impose de repenser la notion d'identité. Toutes nos cultures, toutes nos langues sont menacées d'une manière ou d'une autre parce que
face au monde ouvert qui est le nôtre, tout le monde est minoritaire, tout le monde se sent sous pression, mais de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. On ne peut pas abolir la globalisation, c'est une réalité. Il faut voir comment tirer le meilleur de cette situation. Je pense que nous sommes dans un monde où il faut apprendre à se battre pour son identité, mais d'une manière positive, c'est-à-dire à mettre en avant sa culture, à la faire connaître, à la faire apprécier par les uns et les autres, plutôt que d'essayer de la refermer et d'essayer d'en faire un instrument de combat, une arme de combat. Je crois que, par exemple, sur Internet, on a toutes les langues, et je pense que ça dépend de chacun de faire en sorte que sa langue et sa culture soient le plus présentes possible, le plus connu possible, le plus respecté, le plus admiré. Je crois que c'est ça la compétition dans le monde d'aujourd'hui. Une question sur la France. Comment est-ce qu'on peut comprendre le mouvement contre le mariage homosexuel dans une société, dans un pays qu'on croyait moderne, avancé, respectueuse avec la liberté sexuelle? Je crois que ce qui s'est passé en France, contrairement à l'Angleterre par exemple, c'est que la loi sur le mariage homosexuel est devenue un élément de conflit entre les différents mouvements politiques. En Angleterre, cette loi a été présentée par les conservateurs. L'opposition, qui est à la gauche des conservateurs, ne pouvait que l'accepter, donc c'est passé sans aucun conflit politique. En France, ça a été présenté par un gouvernement de gauche déjà très critiqué et déjà assez impopulaire dans certains milieux. Il a été combattu par des partis de droite qui eux-mêmes sont en crise, qui n'arrivent pas à choisir leurs dirigeants, donc il y a des surenchères politiques. Dans une atmosphère où il y a un mouvement de droite plus dur qui est en compétition avec la droite modérée et qui, lui, a présenté les choses d'une manière plus agressive et embarrassée probablement la droite plus modérée. Et donc, c'est devenu réellement un enjeu politique plus important. Je crois que les adversaires de la loi ont réussi dans un premier temps une véritable mobilisation populaire, puis ils ont été débordés par des mouvements extrêmes qui ont affaibli l'ensemble du mouvement. Et à cause de ces groupes qui faisaient de la surenchère, des slogans homophobes, ça a affaibli le mouvement, ça a éloigné du mouvement ceux qui avaient une opposition modérée à ce mouvement. Et finalement, je crois que la loi est passée et ça va être difficile de revenir en arrière. À mon avis, même si la droite arrivait au pouvoir aux prochaines élections, elle ne pourrait pas faire le chemin inverse et revenir là-dessus. Mais on pensait qu'une droite si dure sur cette question existait seulement à l'Espagne. On ne pensait pas qu'elle pouvait exister à la France. Non, je pense qu'il y a une opposition. Il y a une opposition à ce type de loi d'une fraction significative de l'opinion. Mais c'est une opposition qui, par la nature de la politique aujourd'hui, peut s'exprimer
dans l'opposition justement, pour essayer d'empêcher l'adoption d'une loi, mais elle ne pourra pas arriver au pouvoir, faire une loi qui abolisse la loi actuelle. Donc c'est extrêmement difficile de revenir dessus. Les seuls changements, à mon avis, qui pourraient avoir lieu, c'est des changements de vocabulaire, par exemple. Il est tout à fait possible qu'un jour, on sépare la notion de mariage, qui a des connotations symboliques pour beaucoup de gens, et qu'il y ait une notion, par exemple, union légale, qui serait la seule mention légale, que ce soit pour les mariages hétérosexuels ou homosexuels. On dirait simplement union légale. Et le mot mariage serait utilisé dans un cadre extérieur, par exemple pour le mariage religieux, et là encore, pour ceux qui veulent le faire, que ce soit hétérosexuel ou même homosexuel. Donc on peut envisager ce type d'aménagement, mais il me semble qu'il sera difficile aujourd'hui de revenir sur cette loi, il me semble. Une question sur l'Europe. Comment peut-on entendre que l'Europe suive une politique d'austérité qui est responsable de l'appauvrissement des pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'ai pas de compétences économiques moi-même, mais je lis un certain nombre d'économistes tout à fait respectables. Je pense notamment à quelqu'un comme Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, qui sont quand même des prix Nobel d'économie tout à fait respectés, et qui disent que l'austérité n'est pas la solution pour sortir d'une crise comme celle-là. Donc ce n'est pas l'idée que l'austérité est le remède évident, est une idée qui n'est pas évidente. Personnellement, je trouve qu'on ne la discute pas suffisamment. On l'a accepté, on a accepté ses prémices. On a accepté beaucoup de choses. Je crois que malheureusement, la fin du communisme a donné le sentiment à beaucoup de gens en Occident que maintenant tout était permis, que par exemple que l'idée d'égalité était devenue une idée obsolète, que l'inégalité était parfaitement légitime, qu'il fallait toujours se soumettre à ce que disent les hautes autorités financières qui commencent à jouer un rôle tellement écrasant que cela compromet l'idée même de démocratie. Je pense qu'il faut repenser à tout cela. Je crois que le spectacle que nous avons vu, par exemple, à propos de Chypre, est un spectacle désolant. Et je crois que si nous voulons construire l'Europe, nous ne pouvons pas la construire simplement avec des autorités qui imposent des choses. Je crois qu'il manque quelque chose aujourd'hui. Il manque une attitude qui permette aux Européens, donc dans les grands comme dans les petits pays, dans les pays plus riches et les moins riches, d'adhérer réellement à ce rêve européen. Or, je crois qu'on a malheureusement beaucoup altéré ce rêve européen. Je crois que les gens adhèrent de moins en moins spontanément. Je crois que quelque chose a été gâché dans ce rêve européen. Et ça m'attriste beaucoup, parce que personnellement, je crois que le projet européen, la construction d'une Europe unie, est probablement l'avancée politique la plus importante de notre temps et de tous les temps. Je crois que l'idée que tous ces peuples qui se sont combattus pendant des siècles se retrouvent et construisent quelque chose ensemble
c'est un exemple pour l'humanité entière. Et je crois que cette expérience majeure est aujourd'hui en crise. On n'a plus le sentiment qu'il y a une adhésion très forte des peuples au projet européen. Je crois que l'image de l'Europe, l'image des institutions européennes est beaucoup moins positive et même assez négative aujourd'hui. Moi, je me souviens de l'époque où lorsqu'un homme politique parlait d'Europe, c'était au-dessus de tous les débats, c'était un mot rassembleur. Aujourd'hui, l'image de l'Europe est plutôt négative dans beaucoup de milieux, et pas seulement dans les milieux qui sont traditionnellement eurosceptiques. Et tout cela m'inquiète beaucoup. Je crois qu'on a raté quelque chose. Je crois qu'on a trop longtemps refusé de choisir une voie pour l'Europe. On n'a jamais voulu choisir entre la voie d'une Europe qui s'unit et la voie d'un simple marché commun, d'une zone de libre-échange. Je crois que les institutions européennes ne sont pas à la hauteur du rêve européen. La Commission européenne devrait être l'émanation du Parlement. Or, elle n'est pas l'émanation du Parlement, elle est nommée par les États. Le Parlement lui-même n'a pas les prérogatives d'un Parlement normal dans notre pays. Et au total, nous n'avons pas véritablement des institutions démocratiques comme celles qu'il y a dans les États. Je pense que nous avons le cas de 27 États démocratiques qui ont produit des institutions qui finalement ne répondent pas aux critères de la démocratie. Pour ma part, je suis favorable, mais ça, là je vous donne mon attitude personnelle. Moi je voudrais des États-Unis d'Europe, je voudrais qu'il y ait en Europe un grand État démocratique qui ait un véritable rôle dans le monde entier sur tous les plans, qui puisse véritablement apporter à l'ensemble du monde les valeurs qui sont celles de l'Europe. Malheureusement, l'Europe ne va pas aujourd'hui dans cette direction. Et la dernière question, le futur de l'humanité, qu'est-ce que vous en pensez? L'homme va gagner ou il va détruire la planète? Je crois qu'il y a deux éléments. Il y a un qui est extrêmement positif et un qui est beaucoup moins positif. L'élément qui me fascine, c'est le progrès scientifique et technologique. Je trouve que sur ce plan, l'humanité est dans une phase extraordinaire dont même nos parents n'auraient pas pu rêver, avec toutes les possibilités que nous avons, toutes les possibilités de connaissances qui nous sont offertes à chaque instant de notre vie. Je pense les progrès donc de l'informatique, les progrès de la médecine qui ouvrent des perspectives extraordinaires à l'humanité. Donc sur ce plan, je crois que l'humanité de ce début du XXIe siècle est dans une phase qu'on pouvait à peine imaginer et qui est extrêmement enthousiasmante. En même temps, l'évolution morale de l'humanité ne suit pas ce mouvement. Je suis très inquiet de voir tout le type de relation qu'il y a entre les différentes composantes de l'humanité. Je crois que nous devrions pouvoir imaginer une coexistence harmonieuse. Or, nous sommes encore dans une vision de conflit, d'hostilité. Je crois que nous devrions régler la question des identités, qui est une question majeure, et nous n'arrivons pas à la régler. Je crois que en observant le monde, nous avons le sentiment qu'il y a
comme des tribus planétaires qui sont en train de se combattre. Et cela, ça m'inquiète beaucoup. Je pense que si nous n'arrivons pas à avoir une véritable coexistence harmonieuse, un véritable sentiment d'appartenance de tous à la même aventure humaine, je crois que nous pourrions tout compromettre, y compris les progrès scientifiques, technologiques et économiques. Donc, je me définis moi comme un optimiste inquiet. Donc, je suis optimiste d'un côté, mais je suis extrêmement inquiet d'un autre côté. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent